Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Le géant britannique de l'eau Thames Water croule sous les dettes, il pourrait être nationalisé, mais son naufrage pourrait avoir des répercussions chez nous. Belfius et l'ancienne Dexia figurent parmi les créanciers. EndoTools, une société Carolo active dans les instruments chirurgicaux endoscopiques, vient de lever plus de 20 millions d'euros et compte aborder le marché américain. On est reparti pour une période de chaleur dans les prochains jours et ces canicules à répétition ont un impact sur les rendements et les prix des denrées alimentaires. Il faut s'attendre à des hausses des prix sensibles à l'automne ou l'hiver prochain. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Le géant britannique de l'eau Thames Water risque d'être nationalisé de force. L'entreprise croule sous 20 milliards de dettes et sa chute pourrait provoquer des remous jusqu'en Belgique puisque deux sociétés belges font partie des créanciers de Thames Water, Belfius et Dexia. Xander Fassenbroek, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Xander, tu couvres les banques à l'Écho et tu as enquêté sur ce dossier. D'abord explique-nous les difficultés que connaît le premier fournisseur d'eau britannique, Thames Water. Donc Thames Water, c'est la plus grande société de distribution d'eau au Royaume-Uni. Elle dessert environ 16 millions de clients à Londres et autour. Et puis, comme toutes les entreprises britanniques, elle a été privatisée à la fin des années 80 sous l'ère de Margaret Thatcher. Et forcément, les sociétés qui ont pris le contrôle de Thames Water lui ont mis beaucoup de dettes dessus au fur et à mesure des années, en prenant des dividendes sur le côté. Et donc, au fur et à mesure, cette société a pris énormément de dettes et aujourd'hui, elle ne sait plus la repayer parce que l'infrastructure au Royaume-Uni, le secteur de l'eau, est en effondrement réel. En fait, il y a vraiment des investissements qui n'ont pas été réalisés. Et c'est justement pour ça que le nouveau gouvernement de Andy Burnham au Royaume-Uni évoque peut-être une nationalisation ou en tout cas un régime temporaire qui permettrait de la nationaliser pour régler ces problèmes. Et ça pose justement un problème pour ses créanciers. Et quel problème justement ça pose pour les deux créanciers belges, Belfius et Dexia ? Donc pour rappel, Belfius c'est la banque actuelle et Dexia en fait c'est la structure résiduelle qui gère les actifs toxiques de l'ancienne Dexia. En fait elles sont exposées à hauteur de près de 800 millions d'euros au total. Ça veut dire 340,9 millions d'euros pour Belfius qui a encore des obligations en fait de Thames Water. Et du côté de Dexia on est à environ 425 millions d'euros. Mais il y a une nuance qui est quand même très importante, c'est que ces expositions tant chez Belfius que chez Dexia, elles sont assurées par un assureur crédit qui est Assured Guaranty, qui lui-même est noté A1 chez Moody's, donc on parle d'une société très solide. Donc même si Thames Water ne savait pas repayer Belfius et Dexia, il y aurait cette assurance qui intervient et qui limiterait le risque réel financier pour ces deux sociétés belges. Thames Water fait face à un risque de cessation de paiement dès cet automne. On a accordé moins de crédits hypothécaires en Belgique, mais les taux variables séduisent de plus en plus. C'est ce qui ressort des dernières statistiques de Febelfin. Les Belges continuent de privilégier les crédits à taux fixe, mais leur part a fortement reculé, d'environ 90% à 70% en 2 ans. De plus en plus d'emprunteurs misent sur une future baisse des taux et choisissent donc des formules variables, car emprunter coûte toujours plus cher. Pour un crédit de 250 000 euros sur 25 ans, il faut payer 57 euros de plus par mois qu'il y a 1 an. Au total, ça représente 17 000 euros de plus versés à la banque. Et puis globalement, la hausse des taux continue de peser sur le marché. Le nombre de crédits accordés a reculé de près de 9% en 1 an. Mais Febelfin rappelle que 2025 avait été une année exceptionnelle, porté par le recul des taux et la baisse des droits d'enregistrement en Wallonie. Un tour de table à plus de 20 millions d'euros, ça n'arrive pas tous les jours dans le secteur des biotech en Wallonie. C'est pourtant la prouesse que vient de réaliser EndoTools, une boîte spécialisée dans les instruments de pointe dans la chirurgie gastro-entérologique. Des instruments de très petite taille qui permettent des interventions sans incision externe
notamment dans le traitement de l'obésité. Alexandre Chaud est le COO de EndoTools. Il précise l'utilité de ces instruments. Donc les instruments qu'EndoTools a développés au travers de la recherche universitaire faite à l'ULB permettent de faire des opérations en passant uniquement par la bouche du patient, alors que aujourd'hui, elles nécessitent une chirurgie interventionnelle. Ça nous permet de faire des gestes relativement complexes, comme de la suture dans l'estomac du patient. Et ça nous permet d'aider des patients, soit qui souffrent d'obésité, soit qui ont une tumeur dans le tube digestif, ou d'autres lésions dans l'estomac. Et ainsi de permettre à des procédures moins invasives d'être réalisées pour le bien du patient. Alors cette levée de fonds va permettre à l'entreprise carologéenne de poursuivre son développement, mais aussi de prendre pied aux États-Unis. Aujourd'hui, on est une société qui est active principalement en Europe. On vient d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour notre nouveau produit. Et la levée de fonds qu'on vient de clôturer va servir en grande partie à étendre nos activités là-bas, à recruter une force de vente aux États-Unis pour nous permettre de développer notre technologie développée ici en Belgique sur le marché qui reste le plus important du monde. La société vient par ailleurs d'engager un nouveau CEO, Devon Bream, un Américain qui pourra faciliter le développement aux États-Unis, et il recherche également d'autres applications pour ses instruments endoscopiques. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se rencontraient pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Iran et dans le Golfe Persique. C'était hier à la Maison-Blanche. Le président américain et le premier ministre israélien ont réaffirmé leur entente et leur proximité, une rencontre qualifiée de positive et de constructive. Pour autant, l'entretien à huis clos, qui a duré environ 1h30, ne dissipe pas tout à fait l'impression de divergence entre eux. Washington affirme vouloir redonner une chance à la diplomatie avec l'Iran après 2 semaines de bombardements sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril. Mais cette nuit, les forces américaines ont frappé des groupes paramilitaires pro-iraniens en Irak, avec l'aide de l'armée saoudienne. C'est une réponse à des attaques de drones qui étaient parties de cette région mardi matin. Et cette nuit encore, les gardiens de la Révolution ont arrêté 3 pétroliers dans le détroit d'Ormuz et effectué des tirs sur des bases américaines dans le Golfe. Le pétrole est reparti à la hausse par crainte d'une reprise du conflit. Au-delà des conséquences dramatiques des incendies qui frappent la France et l'Espagne notamment, le dérèglement climatique a et aura encore des conséquences sur les prix de notre nourriture. Les épisodes de canicule se multiplient et cela impacte les récoltes. Chez nous en Belgique par exemple, la récolte des pommes et des poires s'annonce beaucoup moins bonne que d'habitude. Mauvaise nouvelle pour le budget donc, alors que l'inflation dans l'alimentaire commençait enfin à se stabiliser après des années de flambée des prix. Le répit risque cependant d'être de courte durée. L'économiste Éric Dor prédit une hausse des prix perceptible à partir de cet automne ou cet hiver. Le risque est d'autant plus réel qu'il s'ajoute à la flambée des prix des engrais qui transitent par le détroit d'Ormuz, bloqué par la guerre entre les États-Unis et l'Iran. L'horizon semble enfin s'éclaircir pour Boeing. Après 2 crashs de ses avions ces dernières années, le constructeur américain a publié des résultats encourageants hier. Alors certes, il reste déficitaire sur le dernier trimestre écoulé, mais cette perte est largement liée à un contrat conclu avec la Maison-Blanche pour les futurs avions présidentiels. Olivier Gosset, tu nous expliques pourquoi. Ce sont les fameux Air Force One. Le contrat entre l'armée de l'air et Boeing avait été signé en 2018. Il prévoyait la livraison de 2 avions 747 qui sont spécialement aménagés. Mais cette livraison qui était prévue avant la fin de 2024 se traîne, notamment à cause de changements qui ont été demandés par l'administration lors du premier mandat de Donald Trump. Or, la facture s'est alourdie pour Boeing au fil des ans, car c'est un contrat qui est à prix fixe. Et donc, Olivier, au-delà de ce contrat coûteux, la dynamique générale est plutôt bonne pour Boeing, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le constructeur américain voit enfin, pourrait-on dire, son horizon s'éclaircir. Son chiffre d'affaires et sa trésorerie s'améliorent progressivement, et cela devrait continuer sur cette tendance. Pourquoi ?
parce que Boeing est en train d'accroître la production de son best-seller, le moyen courrier 737 MAX, qui est le concurrent de l'Airbus A320. Il a augmenté ses cadences à 47 appareils par mois et ambitionne de grimper à 63 et même peut-être davantage. Et le groupe américain a d'ailleurs inauguré il y a 2 semaines, près de Seattle, une 4e ligne d'assemblage du 737 MAX. Et alors, du côté des gros porteurs, un segment où Boeing est traditionnellement assez bon, la situation s'améliore également. Idem dans la branche défense, où le groupe est sur plusieurs programmes de nouvelle génération qui sont très prometteurs, comme les drones ou le futur avion de combat F-47. Et cette reprise de Boeing est aussi une bonne nouvelle pour de nombreux industriels européens. Beaucoup fournissent des pièces ou des équipements aux constructeurs américains. C'est notamment le cas des plusieurs entreprises belges comme Sonaca, Safran, Aerobooster et Asco. Et puis, tant qu'on est dans les avions, restons-y. Je voudrais vous parler d'une compagnie aérienne, Emirates, et sa stratégie pour attirer des pilotes. Elle va recruter plus de 1500 pilotes dans les 2 ans qui viennent. Malgré la guerre en cours au Moyen-Orient, la croissance d'Emirates ne faiblit pas et la compagnie de Dubaï a une stratégie bien rodée pour faire rêver les candidats au poste de pilote. Ondine, raconte-nous ça. Oui Laurent, chez Emirates, il y a quasiment 5000 pilotes, dont 100 Belges d'ailleurs. Et comme tu l'as dit, la compagnie en cherche encore. 500 cette année et 1000 l'année prochaine. Et pour un pilote, travailler chez Emirates, ça implique de déménager à Dubaï. Tous les avions sont basés là-bas. Alors Emirates propose des conditions très attractives pour les candidats. Déjà, le déménagement est 100% pris en charge et le package salarial est très avantageux. Le salaire de base est de plus de 7000 € par mois, brut, mais comme à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, c'est du net. Et pour les commandants de bord, le salaire de base monte à 11 000 € par mois. Wow. Emirates met aussi une villa à disposition de ses pilotes de 4 ou 5 chambres. Toutes les factures d'énergie sont payées et les pilotes ont droit à une assurance maladie très généreuse. Cool. Pour leurs enfants, des allocations de scolarité de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a aussi 40 jours de vacances par an et je ne parle même pas des bonus. Bref, Emirates, c'est tout simplement la compagnie aérienne la plus rentable au monde. Et ça se voit dans la rémunération des pilotes. Oui, c'est vraiment un autre monde, mais enfin un autre monde qui a aussi ses inconvénients, on dit, j'imagine, ça n'est pas tout rose. Et oui, aux Émirats Arabes Unis, le système politique est autoritaire. Les travailleurs n'ont pas le droit de se syndiquer. On a d'ailleurs vu les conséquences de cette absence de contre-pouvoir au sein des entreprises pendant la pandémie de Covid. Des centaines de pilotes et des milliers de stewards et hôtesses ont été licenciés du jour au lendemain. D'autres ont dû accepter des baisses de salaire temporaires ou des congés sans solde forcés. Et puis, il y a la situation géopolitique. On le voit bien en ce moment, Dubaï se trouve au cœur de la poudrière géopolitique qu'est le Moyen-Orient. Et ça, ce n'est pas une très bonne pub pour Emirates. Non, en effet, on vient encore d'en parler. Merci Ondine. Un mot encore pour vous signaler que la firme à la pomme a franchi la barre symbolique des 5 000 milliards de valorisation boursière. Apple est donc la 2e entreprise à passer ce cap après Nvidia. À suivre aujourd'hui la Réserve fédérale américaine qui doit décider si elle touche ou non à ses taux d'intérêt directeurs. Les marchés misent sur un maintien, mais une surprise n'est pas totalement exclue, notamment à cause de la guerre en Iran et de la hausse des prix du pétrole. On analysera la décision et ses conséquences ensemble dès demain. Merci encore à Ondine qui préparait cette édition. À demain. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.